Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Dabali connecté au réseau électrique. 16 villages de cette commune du département de Nioro sortent de l'obscurité. La Sénélec déroule dans les zones rurales le programme d'accès universel à l'électricité d'ici 2025. La Société nationale d'électricité entend éclairer plus de 4600 localités avant cette date. PUDC, Puma, Promoville, l'équité territoriale à la loupe ce soir. Quel est l'impact de tous ces programmes dans les zones rurales, les régions frontalières ou dans les cités urbaines? De Goudomp à Bandafassi, de Bambey à Dakar, qu'est-ce qui a été réellement fait? Comment maintenir le cap et créer des emplois? Le grand format du 20h fait le point et se projette vers l'avenir. Oiseaux, poissons et d'autres espèces en ont fait leur paradis. Plus de 63 000 hectares de bolons, de mangroves et de plans d'eau, l'aire marine protégée de Niamone, une véritable attraction écologique dans les Kalunai entre Wonk et Kubalang, une merveille de la nature à découvrir dans cette édition. La Côte d'Ivoire remporte le trophée continental et succède au Lion du Sénégal. Les éléphants ont dominé le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2-1. Une victoire célébrée dans les rues, liesse populaire à Abidjan pour une 3e étoile et à domicile. Bienvenue à tous. Je vous fais lecture de cette déclaration conjointe du 11 février 2024, signée le président Abdou Diouf, ancien président de la République, et Abdoulaye Wade, ancien président de la République. Sénégalaises, Sénégalais, chers concitoyens, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vivons les récents événements qui secouent notre cher Sénégal et qui viennent d'emporter 3 de nos jeunes compatriotes. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous nous adressons à vous en tant qu'ancien président de la République du Sénégal, père avec Léopold Sédar Senghor de la démocratie sénégalaise obtenue de haute lutte, mais aussi ancien irréductible adversaire politique qui nous sommes vigoureusement opposés par le passé. Nous avons su discuter et dialoguer dans l'intérêt du Sénégal pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques. Et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Nous appelons notre jeunesse, dont nous comprenons les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Nous venons de nous entretenir longuement au téléphone avec le président de la République, M. Macky Sall, qui nous a réaffirmé son engagement pris devant la nation le 3 juillet dernier de ne pas briguer un 3e mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. Il a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Nous lui avons demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme nous le souhaitons ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques, du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire les jugera. Signé Abdou Diouf, ancien président de la République, et Abdoulaye Wade, ancien président de la République. Le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal évalue le niveau d'exécution de ces activités. Le PAMICEN concerne 4 pays de l'OMVS. Il travaille à renforcer les chaînes locales d'approvisionnement en semences et à promouvoir l'agriculture irriguée. Philomène Constance-Diagne.
Initialement prévu pour une durée de 3 années, le projet d'appui au développement des filières semencières dans le bassin du fleuve Sénégal a accusé un léger retard dans son exécution. Pour faire le point sur l'état d'avancement du projet, cette 3e session du comité de pilotage est tenue. Le projet a démarré pratiquement un peu à la fin de la crise de Covid, donc nous n'avons pas pu démarrer très vite comme on l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, nous sommes à une vitesse de croisière qui permet de faire des résultats tangibles dans le court terme. C'est ça qui a réuni aujourd'hui les délégations venues des secteurs de l'agriculture, des finances, de l'eau, pour voir le niveau d'exécution, faire des recommandations. Financé à hauteur de 7 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de francs CFA, un réaménagement du budget est prévu. L'objectif étant de pouvoir impacter plus de 10 000 bénéficiaires dans les 4 pays membres de l'OMVS. L'objectif de ce projet, c'est d'appuyer l'agriculture irriguée, mais à travers un domaine qui est souvent oublié, c'est le domaine de la semence. Et c'est la base de l'agriculture parce que toute agriculture repose d'abord sur la qualité des semences. Et à travers ce don donc, de 7 millions d'euros, l'Italie appuie nos pays pour développer davantage cette filière pour que l'agriculture irriguée dans le bassin du fleuve Sénégal se développe davantage au service des populations en appuyant nos États qui sont tous engagés depuis plusieurs années dans la recherche de la sécurité alimentaire. La coopération italienne a toujours travaillé avec les 4 pays membres de l'OMVS de manière bilatérale. L'OMVS et les 4 pays qui touchent l'OMVS partagent pas seulement les mêmes eaux, mais aussi les mêmes problématiques et les mêmes besoins en termes, dans ce cas, d'appui et nécessité d'appuyer donc la filière sémencière qui a des répercussions importantes et notables, soit sur l'épanouissement des populations. Pour une meilleure prise en charge des besoins du PAFISEM, des motos ont été remises symboliquement aux acteurs du secteur semencier qui devront aller dans les coins les plus reculés des pays membres du bassin du fleuve Sénégal. Fini les longues distances à pied pour charger son téléphone ou aller moudre du mil. Les élèves de Dabali peuvent également étudier sans utiliser les lampes tempête. Dabali est maintenant connecté au réseau électrique. 16 villages de cette commune ont la lumière à leur disposition grâce à la Sénélec qui veut relever le défi de l'accès universel en 2025. Mamadou Sakine. Fini l'ère des lampes à pétrole dans la commune de Dabali, dans le département de Nioro, situé dans la région de Kaolack. Une dizaine de localités bénéficient désormais de l'électricité grâce à la Sénélec à travers le programme d'accès universel à l'électricité. Dabali constitue la première commune du département de Nioro avec les 16 localités que nous venons d'électrifier pour un montant de 960 millions d'avoir l'accès universel dans cette commune. Dans un passé récent, les populations vivaient le calvaire. Aujourd'hui, la joie et la reconnaissance à l'endroit de l'État sont les sentiments les mieux partagés. Nous avions d'énormes difficultés pour recharger nos téléphones portables. Même nos enfants apprenaient leurs leçons sous la lampe tempête ou avec l'aide de bougies. Tout cela est désormais un mauvais souvenir. Première commune bénéficiaire du département de Nioro, Dabali élargit le cercle des zones impactées. L'objectif est de couvrir toutes les localités du pays. Aujourd'hui, nous sommes en milieu rural autour de 61%, donc il nous reste 39% à accomplir. Mais ce que je puis dire, c'est que d'ici 2024 à 2025, Sénélec va mettre en service 4789 localités au niveau de notre périmètre et ceci nous permettra d'améliorer considérablement ce taux d'accès. Le gouvernement, à travers le plan Sénégal émergent, PSE, s'est fixé comme objectif de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable en quantité, en qualité et à un prix abordable d'ici 2025. L'Agence italienne pour le commerce a un nouveau bureau au Sénégal, présente dans 65 pays. L'ITEA entend renforcer sa présence en Afrique. Elle a participé pour la première fois au Salon international de la construction, de la finition et de l'infrastructure à Diamniadio. Philomène Constance Diagne.
Un pavillon d'exposition mettant en avant l'excellence italienne dans divers secteurs. L'Italie, bien représentée par l'ITEA, agence italienne pour le commerce extérieur au Sénégal, à l'occasion de la 9e édition du Salon international de construction, de finition et de l'infrastructure. L'ITEA est l'agence italienne de promotion du Made in Italy dans le monde. Nous avons maintenant ouvert un bureau à Dakar qui s'ajoute au réseau de 70 bureaux que nous avons dans le monde. Et ce pour répondre aux demandes des entreprises sénégalaises qui de plus en plus s'adressent à nous pour avoir des relations avec des entreprises italiennes dans des secteurs prioritaires qui sont aussi des secteurs d'excellence pour l'Italie. L'Italie entend renforcer sa présence sur le continent. L'ITEA se veut l'interface entre entreprises sénégalaises et italiennes. L'ITEA est la porte d'entrée non seulement des entreprises italiennes au Sénégal, mais aussi des entreprises sénégalaises avec l'Italie. L'Italie, connue pour ses innovations dans le secteur industriel, un secteur industriel qui constitue aujourd'hui la principale composante de ses exportations dans le monde. Beaucoup d'entreprises italiennes sont déjà présentes, elles participent également à ce salon, mais il y a encore beaucoup d'autres opportunités à explorer. Parmi les entreprises italiennes présentes à ce salon figure l'entreprise Mani. On est en train de travailler sur différents pays, mais on trouve le Sénégal un pays vraiment vibrant, intéressant, où on a trouvé des professionnels et des personnes très compétentes avec lesquelles on pense qu'on peut vraiment monter le business dans les prochaines années. La marque compte bien partager son expertise et son savoir-faire au plan local. On va monter un vrai team de professionnels locaux et on va avoir une société ici en Afrique qui est vraiment pour rester pour les prochaines 100 ans. Nos attentes sont celles de renforcer et de présenter de nouvelles solutions pour le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, un secteur en plein essor sur le marché sénégalais, l'agence italienne de commerce extérieur compte bien accompagner cette dynamique. Reste maintenant aux entreprises sénégalaises d'explorer ces opportunités commerciales, d'établir des partenariats afin de bénéficier du réseau industriel italien. L'État du Sénégal, dans le cadre du PSE, a fait de l'équité territoriale une priorité avec des programmes ambitieux. Le PUDC, Puma ou Promoville, des initiatives qui visent à garantir un accès égal aux services essentiels et à améliorer significativement la qualité de vie des populations. Est-ce que ces leviers de développement ont changé les visages des différentes localités? Est-ce qu'on a dessiné au Sénégal une nouvelle géographie de l'inclusion sociale? Le grand format de ce lundi avec Ibrahim Ondong fait un bilan exhaustif ou pas. Regardez plutôt. Au fil de cette piste sinueuse, l'horizon s'éclaire d'une lueur d'espoir. À chaque tour de roue, un contraste se dessine. D'un côté, l'ombre pesante de l'isolement, de l'autre, la promesse éclatante d'une connectivité renforcée par des projets ambitieux. À la frontière entre le Sénégal et la Guinée dans le département de Goudomp, les empreintes du piment sont visibles. Des travaux de désenclavement au grand bonheur des populations. La joie est grande pour nous. Pour moi, le maire personnellement, mais pour aussi la population. Parce que sur le plan de la communication, les gens avaient vraiment de la peine à circuler, mais à évacuer aussi, leurs produits. Vous voyez ces arbres-là, il y en a beaucoup dans la zone, mais on avait du mal à les évacuer. Donc même pour aller à Samine, c'était vraiment des difficultés. Des difficultés qui seront bientôt oubliées grâce au programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Un programme avec plusieurs composantes. Parmi les composantes du Puma, le volet désenclavement est un volet extrêmement important puisqu'il s'agit du désenclavement physique, désenclavement donc routier, fluvial, maritime, et même téléphonique et numérique. C'est un certain nombre donc de secteurs que le Puma est en train donc d'exécuter sur le terrain. Relativement maintenant à la mobilité concernant les pistes et les ouvrages de franchissement,
effectivement, le Puma a aujourd'hui au total réalisé 400 km de pistes et réalisé plus d'une dizaine donc, de ponts au niveau de ces zones. Des investissements importants dans les 10 régions frontalières où on note l'intervention du Puma. L'impact quand même, il est mesurable en termes de satisfaction donc apportée à ces populations-là qui, il faut le dire, étaient un peu laissées en rade par rapport en tout cas à l'évolution. Et je crois que c'est là où il faudrait quand même remercier cette vision donc, du chef de l'État qui a permis donc, de créer un programme dont le but est de réaliser une discrimination positive. C'est d'ailleurs dans cette même trajectoire que s'inscrit le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, initié depuis 2015. 2015 à nos jours, on peut dire que nous avons presque mobilisé un peu plus de 400 milliards pour toutes ces infrastructures et ces équipements dédiés au monde rural. Dans une première phase, nous avions mobilisé 123 milliards pour réaliser quelques 600 km de pistes, réaliser quelques 340 systèmes hydrauliques, équiper le monde rural, notamment les femmes, en équipement post-récolte pour alléger les travaux de la femme en milieu rural, à peu près 5000 unités, des moulins, des décortiqueuses, vraiment pour alléger les travaux des femmes en milieu rural. Tout cela n'a qu'une finalité, améliorer les conditions d'existence des populations. Il avait théorisé avant le démarrage du programme ce qu'il avait appelé en son temps le nouvel ordre de priorité. Et on constatait que l'essentiel des investissements, l'essentiel des infrastructures était pour le monde urbain depuis nos indépendances. Donc il fallait quand même rééquilibrer les choses, aller vers une politique d'équité territoriale, d'équité sociale, pour que justement ces populations qui vivent en milieu rural vivent mieux. Nous avons trouvé des besoins assez importants. Nous l'avions évalué à peu près à 500 milliards en 2014-2015. Et là, aujourd'hui, ça fait plus que 500 milliards. On est peut-être dans l'ordre de 800-900 milliards. La volonté du gouvernement de soulager les populations ne se limite pas à cela. Promoville fait aussi partie de ces programmes qui symbolisent l'équité territoriale. Au terme de ces 8 années d'existence, le programme Promoville a pu réaliser plus de 200 km de voiries aménagées, plus de 4000 lampadaires, un réseau de drainage sur cette voirie-là que nous avons réalisé, plus de 5 bassins qui ont été aménagés dans la banlieue de Dakar, 9 collecteurs pour pouvoir relier ces bassins qui ont été réalisés. Et toutes ces infrastructures, aussi bien de voiries que ces infrastructures sociales, ont bénéficié à plus de 3 millions de Sénégalais. Dans l'exécution de ce programme, les jeunes occupent une place importante. Le programme Réundauni est bien pris en compte. Le programme, en plus de toutes ces infrastructures qui sont réalisées, intervient également sur le volet pavage du programme Réundauni. Et à travers ce programme, nous avons pu réaliser plus de 240 000 m² de pavage, mais nous avons pu employer plus de 2000 jeunes dans les localités d'intervention. Alors, il est heureux de constater aujourd'hui que ces jeunes que nous avons employés dans le cadre du programme Réundauni ont pu profiter de cette expérience-là pour pouvoir créer des entreprises où ils emploient d'autres jeunes, mais également qui leur permettent d'avoir des revenus, qui leur permettent de rester au Sénégal et qui est la preuve vivante qu'on peut vivre au Sénégal et trouver de l'emploi en tant que jeune Sénégalais. L'équité territoriale est un concept qui se veut principe d'aménagement à plusieurs échelles. La mise en œuvre d'un tel principe permet ainsi de corriger des situations marquées par l'injustice spatiale. Des plans d'eau entre Bolon et Mangrove, un écosystème presque unique qui attire des centaines d'oiseaux marins, des poissons et des espèces assez rares. L'aire marine protégée de Niamone, en nichoir, est plus qu'un paradis naturel pour ces créatures à quelques 30 km de Ziguinchor. Cette merveille de la nature est un bel endroit. Vous allez le voir dans ce reportage de Michel Bandi. Les oiseaux, contrairement aux poissons, peuvent migrer et se retrouver en pleine ville à Ziguinchor. Reportage. Du haut, des cimes, des arbres, des bébés tantales ibis qui attendent le retour de leurs parents avec de la nourriture. Une espèce d'oiseau d'eau qui colonise les grands arbres de la ville de Ziguinchor. Tantal ibis qui est là, et tout à l'heure tu as vu survoler également les grands cormorans, même les petits cormorans sont là. Ils font des nichoirs ici au niveau de ces arbres.
Il y a également les mirans noirs qui sont là comme espèce également. La grande aigrette également, elle est là. Il y a tellement de diversité d'oiseaux, d'eau qui sont au niveau surtout de la ville de Ziguinchor. Si l'on peut rencontrer certaines espèces couramment dans la ville, d'autres sont difficiles à apercevoir comme la grue couronnée, une espèce en voie de disparition que l'on retrouve parfois dans l'AMP de Niamone Kalounai. On l'observe un peu vers la commune de Ouongo. Donc c'est là-bas pratiquement qu'on observe la grue couronnée. Bon, si vous demandez là, vous demandez des individus, la grue couronnée, il y aura des gens qui vont te dire qu'ils n'ont jamais vu la grue couronnée. C'est une espèce très, très, très rare. Le capitaine Abdoulaye Sagnan est le conservateur de l'aire marine protégée de Niamone Kalounai, une AMP qui s'étend sur 3 communes, Niamone, Koubalan et Wong, dans le département de Bignona. L'aire marine protégée fait 63 894 hectares. C'est très vaste comme superficie, avec des écosystèmes très particuliers. Les oiseaux marins qu'on rencontre aujourd'hui, on a la chance de voir surtout les espèces qui sont là. Les sternes, il y a les sternes caspiennes, il y a les sternes royales, il y a les goélands railleurs, il y a les mouettes à tête grise qu'on rencontre également ici. Il y a des pélicans, il y a également des grands cormorans, des petits cormorans qui sont là. Également des espèces qu'on a rencontrées également à Ziguinchor, qu'on appelle des tantales ibis qu'on a également rencontrées ici. Avec ses bras épaulants garnis de mangroves, le fleuve Casamance constitue un endroit adéquat au repos et à la reproduction. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs font escale ici. Ils viennent d'Asie, d'Europe et des Amériques à la recherche de nourriture et d'un climat doux. Les sternes qu'on a vus tout à l'heure, c'est des oiseaux migrateurs. Les goélands également qui sont là, qu'on a vus tout à l'heure également, c'est des oiseaux migrateurs. Parce que dans les sternes, il y a la sterne royale, la sterne caspienne également, c'est des grands migrateurs également. J'ai vu tout à l'heure, il y a le goéland. Le goéland, c'est le goéland doudouin. Non, le goéland, le coufé qui est là, ou bien le goéland brun, également, c'est des oiseaux migrateurs. Sous l'eau, comme sur la terre, on note beaucoup d'espèces de poissons, de reptiles et d'autres animaux. 22 familles de poissons et plus de 40 également espèces de poissons qu'on a rencontrées dans l'aire marine protégée. Les carpes et les mulets, ils sont beaucoup plus représentés. Et tout à l'heure, en venant, on a vu un reptile tel qu'un crocodile. Également, c'est des espèces qui vivent également au niveau des écosystèmes, des estuaires et des mangroves. L'écosystème terrestre également, on a des petites forêts qui sont là tout autour de la mangrove. D'autres espèces comme les guipes harnachiens, on les rencontre également là-bas. On rencontre également les serpents qui sont là-bas. L'ANP Niamone Kalounai regorge d'énormes potentialités en termes d'écosystèmes terrestres et fluvial. Une recherche qui subit la pression de l'homme et des changements climatiques. Sa préservation et sa revalorisation sont les missions du capitaine et de son équipe. Nous, notre rôle, c'est d'appui conseil et d'encadrement et d'animation surtout des équipes qui sont là, des acteurs locaux qui sont là. C'est pratiquement les acteurs locaux qui mènent le travail. Nous, on fait le rôle d'animation de ces acteurs locaux. L'ANP polarise 48 villages dans l'arrondissement de Tangori. Conscientes des opportunités qu'offre l'aire marine protégée, les populations locales se sont organisées en comité de gestion pour la conservation des écosystèmes. Au début, les gens pensaient que les ressources ne peuvent pas s'épuiser. Mais au fur et à mesure que nous voyons la présence de yaboï ou d'espèces de poissons qui ne grandissent pas dans nos ballons, qui nous viennent d'ailleurs dans des qualités pas très satisfaisantes, font que les populations aujourd'hui prennent conscience de la réduction de ces ressources qui sont vitales pour notre vie. C'est devenu un enjeu communautaire. Et les populations sont d'accord aujourd'hui qu'il faut qu'ensemble nous réparions le souffle de la terre. Parce que les gaz à effet de serre, les chaleurs, les canicules, tout ça fait que nous sommes obligés de nous engager. Pour accompagner les jeunes et les femmes des localités impactées par l'aire marine,
Les responsables de l'ANP déroulent des projets créateurs de revenus et d'emplois. Avec ces projets, les populations bénéficient de fermes pour la pisciculture, l'ostréiculture et le maraîchage, mais également d'unités de transformation de produits locaux. L'aire marine protégée de Niamone, un document signé Michel Mady. Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, à présent, un livre, Les Commandos, une unité de gloire, de la création à l'apogée, 1963-2022. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Gorfit, avec notre invité, le commandant Yayassi du bataillon de commando. Nous allons parler de ce livre que vous avez vous-même écrit. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir, Diédiou. Alors, on voit ces images. Vous êtes dans les théâtres d'opération. Qu'est-ce qu'on peut justement retenir à travers ce livre, les éditions Maguilène? Le titre d'abord, Les Commandos, une unité de gloire. Gloire parce que le commando, c'est une unité de grande renommée, d'une longue histoire, et qui fait partie des unités qui ont marqué les plus belles pages de l'histoire militaire du Sénégal. Et cette notion de gloire provient simplement des victoires, des résultats élogieux obtenus, des succès aussi acquis sur le terrain, surtout sur les théâtres d'opération, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Alors, quels sont justement les faits d'armes qui vont jusqu'à vous pousser de parler de gloire? Parce que c'est un mot assez chargé quand même. Parce qu'on a eu des victoires sur le terrain contre des ennemis qui étaient peut-être mieux armés que nous, mais avec notre foi, avec notre engagement, on est arrivé à les combattre et à réussir des missions que les autres n'ont pas pu réussir certainement. Au Sénégal ou à l'extérieur? Que ce soit au Sénégal et à l'extérieur. À l'extérieur, je dirais notre séjour au Libéria, à Wahoun. On était avec des forces étrangères, le Ghana, le Nigeria, c'est de grandes forces, la Guinée-Bissau. Charles Taylor avait demandé à ce que les Sénégalais soient là-bas pour qu'on puisse organiser des élections. Donc il avait confiance aux Sénégalais. Arrivé sur le terrain, c'était un autre visage de Charles Taylor qu'on a découvert. Au moment du déploiement, on a choisi les zones les plus contraignantes, les plus difficiles d'accès au Libéria. C'est là-bas qu'on a envoyé le bataillon de commando, à Wahoun, vers la frontière sierra-léonaise. Une de nos unités a été encadrée par un bataillon de rebelles. Ça, les gens n'en ont pas parlé, et on en a parlé dans le livre. Le comportement de cette unité est un cadre d'école. Et ça doit être écrit. Les gens doivent savoir ce qui s'est passé dans cette localité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les commandos sénégalais? Ils ont été envahis par un bataillon de rebelles, ils se sont battus. Et à l'arrivée, au moment des bilans, les rebelles se sont retrouvés avec plus de 70 au tapis. Et chez nous, il n'y avait que 4 blessés. 4 blessés parmi les commandos. Et à l'époque, le général qui est parti en Grande-Bretagne, Cheikh Wade, était lieutenant, il était chef de section. Oui, l'ancien Semga, il était chef de section. Celui qui est actuellement en Côte d'Ivoire, le général Daoudounia, c'est lui qui commandait la compagnie. Et le général Balla Keïta, c'est lui qui commandait le détachement. Donc, en fait, ce qu'il faut relever, c'est le comportement de ces hommes sur le terrain face à un ennemi qui était 10 000 fois supérieur. Mais là, ce qu'on note, c'est la supériorité d'une unité d'élite entraînée par rapport à des rebelles qui n'avaient aucune culture militaire et sans foi ni loi. Donc, la différence s'est fait sentir sur le terrain. Qui est le commando? C'est quoi un commando? En fait, le commando... Vous parlez de Gorfit dans le livre, vous parlez de ces valeurs que vous défendez. En fait, le commando, c'est d'abord un soldat, mais un soldat super entraîné. Un soldat d'élite, assez professionnel. Qui sait tout faire? Nager, courir? J'en viens. C'est quoi? J'en viens. Aujourd'hui, dans notre bataillon, nos unités sont spécialisées. Il y a une unité nautique, une unité parachutiste et une unité chargée du combat spécial. Mais le soldat commando, il sait tout faire. Parce qu'aujourd'hui, on a des centres d'entraînement tactiques. À Ngor, à Thiès, il y en a, à Kédougou, il y en a. Et c'est des centres spécialisés. À Ngor, par exemple, les gens apprennent à nager. À Thiès, les gens apprennent à tirer de manière vraiment beaucoup plus professionnelle. Et à Kédougou, par exemple, les gens apprennent à faire de l'escalade sur les montagnes et tout. Donc, il y a toute une variété d'exercices, de qualités physiques à acquérir qui font des soldats commandos, des soldats aguerris et des soldats complets. C'est un corps d'élite. C'est un corps d'élite, le commando. Comment on y accède? Qui peut être commando?
Mais c'est un recrutement assez sélectif, à partir de Bango, où on sélectionne des soldats. Arrivé au bataillon aussi, on continue la sélection. À Lucie maintenant, ils sont engagés dans une formation très serrée, une formation très poussée. Ce n'est qu'à l'issue de cette formation que le soldat commando, on lui attribue d'ailleurs le béret commando. Bien sûr, on les voit sur ces images le 4 avril. Ici, c'est le drapeau et sa garde. C'est marqué sur le livre. Ce drapeau et sa garde, c'est d'ailleurs, ceux qui sont dans la garde drapeau, c'est des gens qui sont sélectionnés, c'est d'excellents soldats. En fait, c'est des références. Généralement, on choisit parmi les plus décorés du bataillon, on les met dans cette garde drapeau. Et le porte-drapeau, c'est un officier, lui aussi, c'est l'officier le plus décoré du bataillon. On voit qu'ils sont très chauds, hein, mais on va revenir sur la notion de Gorfit, parce que dans le livre, vous évoquez plusieurs sujets. Voilà. Gorfit. Gorfit, c'est d'abord la devise du commando et la paternité est attribuée au colonel Abel Ngom. C'est lui qui l'a attribué au commando. Avant le commando, la devise c'était forcer son destin. Mais lui, il a changé quand les gens devaient s'engager pour le Liban. C'est en ce moment qu'il a changé la devise. Il a collé le Gorfit. En fait, au Liban, c'était en quelle année exactement? En 78. Le Sinaï, c'était en 75. Mais Abel a attribué la devise Gorfit et ça se rapproche un peu du caractère du lion. Si vous voyez dans le livre, le lion est beaucoup représenté. Il y a beaucoup d'images. Parce que d'abord, dans les sceaux de la République, on retrouve toujours le lion. Et puis au plan caractère aussi, le commando s'identifie un peu au lion. C'est pourquoi c'est l'animal, et même dans les signes de corps du commando, mais c'est le lion qui est représenté. Alors mon commandant, vous avez fait combien d'années en tant que commando? Moi j'ai fait 20 ans. On va parler de ce corps. 20 ans au bataillon de commando. En fait, le livre, ce n'est pas une seule personne qui l'a écrit. C'était un comité de rédaction. C'est un comité de rédaction qui a été désigné et qui a sillonné le pays. On est allé vers les anciens. Il y a des anciens qui sont là, qui étaient là depuis la création du bataillon. 1963. Le 1er février 1963. Le premier chef de corps, il est encore en vie. C'est le général Idrissa Fall. Les gens sont allés recueillir des informations. Il y a l'adjudant-chef Mohamed Taladia qui se trouve actuellement à Thiès, qui était de ce groupement. À l'époque, le commando, c'était un groupement, ce n'était pas un bataillon. Et c'est préfacé par le général Meïssa Sélé Ndiaye, d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais effectivement, le général Meïssa, c'est un commando. Vous le voyez à la présidence avec son béret commando. Donc lui, c'est le commando, il s'identifie au commando. Donc c'est vraiment l'esprit commando, quoi. Et il ne se sépare jamais de son béret. Bien sûr. Alors, quels sont les autres sujets pour ceux-là qui n'ont pas encore accès au livre que vous évoquez? Les sujets? Oui, les autres... Bon, dans le livre, vous verrez deux parties. Il y a des pages préliminaires où on parle des remerciements. Hein. Il y a des gens qui ont fait des interviews, comme le général Idrissa Fall, le général Pape Samba Kamara, qui a été chef de corps là-bas. Il y a des hommages aussi qui sont rendus. Oui, ça c'est des gens qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Oui. Donc il y a des remerciements pour ces gens-là. Il y a des gens aussi qui ont participé d'une autre manière en donnant du matériel et tout, quoi. Oui. Le général Meïssa, c'est lui qui a préfacé le livre. Donc c'est lui. Et le général Meïssa encore, il est à l'origine de ce bouquin parce que au début, c'est lui qui a eu l'initiative de faire écrire. Il a bien encadré, il a mis en place une organisation très forte qui nous a vraiment permis de démarrer. Il a désigné un coordonnateur qui était chargé vraiment de la conduite des travaux. Oui. Et ça, c'est depuis 2018. Ah, depuis 2018, on est en train d'écrire. On a cherché des photos. Vous avez vu les photos à l'intérieur. C'est des photos illustratives. Dans les théâtres d'opération où on a été, il y a le Sinaï, il y a le Liban, il y a l'Ecomog au Libéria, il y a la Guinée-Bissau, il y a la Gambie, Fodé-Kaba 2, la caserne, l'entrée de la caserne que vous voyez, Léna Mamadou Konté, en haut. C'est à Fodé-Kaba 2, c'est un officier qui a perdu la vie pendant l'opération. C'était en Gambie. C'était en Gambie. Oui. Donc c'est après qu'on lui a donné le nom de cette caserne. Et vous avez à côté une stèle. Oui. Cette stèle a été aménagée par le colonel Boissy. Boissy, c'était un chef de corps, c'était le chef de corps du commando. À l'époque de Fodé Kaba 2, c'est lui qui était là-bas chef de corps.
Donc après l'opération, mais il a créé cette stèle en mettant là-dessus du moins, mais les noms de tous nos soldats qui étaient tombés en Gambie. Alors, en fait, c'était un hélico qui est tombé dans l'eau, et cet hélico a emporté 15 soldats commandos, malheureusement, dont le lieutenant Mamadou Konté. Bien sûr, on voit sur ces images de Babacar Gning, c'est encore assez particulier. Qu'est-ce qu'ils ont comme armement? On a vu le 4 avril, quelqu'un prendre un couteau... tenter de se les Diola, quoi. Quand on parle de Toul, par exemple, d'invincibilité, c'est permis dans le corps de le commando, il a des équipements particuliers. Le poignard, ça fait partie des équipements du commando. D'ailleurs, c'est des symboles, ça fait partie des symboles. Le béret, le poignard, l'insigne de corps, tout ça, ça fait partie des symboles. Quand les gens ont créé ce corps, le poignard occupait une place importante. Et tout soldat commando, même en temps de paix, avait toujours son poignard. On les appelait les poignards de type Benson. Mais malheureusement, bon, c'est des poignards. Même sans l'arme à feu, ils ont le poignard. Oui. Okay. Vous avez suivi tout à l'heure un reportage sur l'aire marine protégée de Niamone, en Casamance. Les commandos sont présents là-bas. Est-ce que vous avez... intervenu? Oui. Vous avez eu à... On a eu à intervenir à plusieurs reprises dans ces îles. Et vous, personnellement? Moi, personnellement, ma section est intervenue à Ilol et à Touba, dans le cadre de la recherche des rebelles du MFDC. Donc, mais en Casamance, il n'y a pas un lieu où on n'a pas mis les pieds vraiment pour sécuriser, ou en tout cas pour aller à la recherche de l'ennemi qui était là, qui disparaît de temps en temps. Bien sûr, on a connu des moments douloureux quand même en Casamance, mais vous étiez là pour la recherche de la paix, parce que vous n'êtes pas que des militaires pour tuer quand même. Non, mais on cherchait la paix, bien sûr. Mais en cherchant la paix aussi, on ne peut pas permettre à des individus égarés qui viennent occuper, qui mènent des exactions sur les populations civiles, qui cultivent le chanvre indien, qui vont arrêter les véhicules sur les routes pour récupérer leurs biens ou même des fois les tuer. Donc, ce n'était pas autorisé. Et nous, on était là pour sécuriser entre pas le pays, assurer la sécurité nationale, assurer la défense de l'intégrité du territoire. Donc, on ne pouvait pas permettre à des rebelles de venir une zone, ce qu'ils ont fait à Efok et à Youtou. Le triangle Efok-Youtou-Santhiaba-Majak était occupé par des rebelles pendant plusieurs années. Ils en faisaient leur territoire. Il a fallu monter une opération avec les commandos pour aller les déloger de là-bas et les chasser, et récupérer toute cette zone, faire ramener la population civile. Et c'est comme ça qu'ils sont partis vers la Guinée-Bissau. En tout cas, ils ne sont plus revenus. Ou ailleurs. En tout cas, c'est une zone pacifiée, cette partie de la Casamance, Oussouy, les Kalounaï, on va dire Dieu merci. Est-ce qu'on peut terminer sur une question précise? Les commandos interviennent en dernier ressort ou pas? Là, c'est important votre question, M. Diédiou. Le commando, c'est d'abord une unité d'élite. C'est une unité d'élite classée réserve intervention. Réserve intervention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des éléments qui interviennent en premier lieu. Donc les commandos, les paras et les autres unités ne sont pas. Il y a d'autres unités, bien sûr, réserve générale, qui n'interviennent pas toujours en premier lieu. Ça, c'est dans notre système de défense. C'est des unités classées réserve générale et mises à la disposition du président de la République, qui autorise leur emploi, qui autorise leur engagement. C'est le chef suprême des armées. C'est le chef suprême des armées. Donc le commando, il n'est pas en première ligne. Le commando, il est gardé en réserve. Et quand on sent vraiment le moment opportun pour l'engager, mais on l'engage et c'est pour aller régler le problème et rentrer chez lui. En fait, c'est comme ça que le commando est utilisé. Et c'est ça la réserve générale aussi. C'est comme le para, c'est comme les blindés aussi, l'artillerie, le bataillon du train. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Voilà. Ça, c'est une devise que Douala et Sévère doivent pouvoir partager. Alors, les commandos Gorfit, unité de gloire, merci, mon commandant Yassi, du bataillon de commandos, d'être venu. Vous avez quoi comme insigne sur votre costume? Vous êtes venu avec votre béret, en tout cas. Ça, c'est le béret commando. Oui. Ça sont les décorations. Les décorations que j'ai eues pendant que j'étais en activité. Ça signifie quoi? Le vert, le rouge, tout ça? Ça, c'est officier dans l'ordre national du Lion. Oui. Chevalier dans l'ordre national du mérite. Ça, c'est une citation à l'ordre du corps. Bien sûr. Vous savez que le drapeau du bataillon commando a été cité à 3 reprises. Cité à trois reprises, ça veut dire que le drapeau du bataillon a été décoré.
décoré, citation à l'ordre des forces armées avec étoile de vermeil. Ça, c'est quand on est rentré de Libéria. Bon, peut-être que maintenant, il y a eu d'autres décorations, parce que moi, j'ai quitté depuis un certain temps. Mais je sais que le drapeau du bataillon de commando a été cité plus de 3 fois. Bien sûr. Bataillon de commando, voici donc le livre Les commandos, une unité de gloire, Gorfit, de la création à l'apogée, 1963 à 2022, avec beaucoup d'anciens officiers et des officiers toujours de l'armée sénégalaise qui ont écrit sur ces pages des éditions Maguilène. Merci. Commandant Yassi, vous voulez dire un mot Oui, je voulais quand même terminer, adresser des remerciements particulièrement à Monsieur le Président, à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et pourquoi? Parce que c'est lui qui a financé globalement l'édition de cet ouvrage pour 1500 exemplaires. 500 et quelques pages quand même. Oui, 532 pages. 532 pages. Mm. Et ma foi, il nous a permis également de renflouer notre caisse sociale, de manière à pouvoir venir en aide à certains cas spéciaux, à certains cas sociaux. Il faut aussi remercier le général M. Selengay, parce que c'est de lui qu'est venue l'idée d'écrire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il a mis en place une organisation qui nous a permis de démarrer, et aujourd'hui le résultat est là. Il y a aussi M. Aline Badarabe des éditions Maguilène, qui nous a vraiment encadré dans le processus, qui nous a permis d'arriver à ça. Alors on va terminer avec l'image du lion du Sénégal, qui représente justement à souhait votre corps, les commandos, une unité de gloire. Voici donc le livre, sans doute à découvrir dans les librairies. Merci, commandant Yayassi, bataillon de commando. Nous allons parler de l'église de Kaffrine, inaugurée par le ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, a également visité le chantier de la grande mosquée de la ville. Première séquence d'une journée pour les sites religieux, la messe dite par l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine. Claire Diop. L'église Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine sous ses nouveaux habits. L'édifice religieux a coûté 120 millions de nos francs. Un projet de reconstruction salué par la forte communauté catholique locale. Ce dimanche, jour d'inauguration de l'infrastructure, c'est l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boukartine, qui a dirigé la messe en présence du curé de la paroisse, des autorités administratives locales ainsi que de nombreux fidèles. Notre merci sincère va également à l'endroit de tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette église. Je veux nommer Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui s'est personnellement impliqué dans la réalisation de cet édifice. Cette église, mes frères et sœurs, est dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, secours des malades, et que nous célébrons aujourd'hui. C'est le ministre de l'Urbanisme, par ailleurs maire de Kaffrine, qui a présidé la cérémonie d'inauguration. L'autorité, en parfaite communion avec la communauté, s'est félicitée du résultat obtenu. Monseigneur, j'ai entendu tout ce qui a été dit en termes de satisfaction. Mais je considère, Monseigneur, que l'inauguration de ce matin, c'est la première étape de nos engagements. Nous nous étions engagés à refaire l'église. Nous nous étions engagés aussi à vous accompagner dans le cadre de vie de l'église. Nous nous étions aussi accompagnés à reconstruire le presbytère. Vous avez eu l'amabilité de ne pas nous rappeler toutes nos promesses. Mais nos promesses sont encore là, Monsieur le Président. Et nous allons les réaliser avec votre prière. Je terminerai simplement par formuler des prières. La première, Monseigneur, que Dieu préserve notre pays et leur laisse sur sa stabilité et sa paix. Que cette église et cette prière viennent du profond de mon cœur. Que cette église reste, comme vous l'avez souhaité, cette demeure du salut et le lieu de tous les sacrements divins. Au
Autre site religieux visité par le ministre lors de sa tournée, la grande mosquée de Kaffrine. Ici aussi, un projet de reconstruction est initié. Rez-de-chaussée plus premier étage sur une superficie de 640 mètres carrés, 4 minarets dont 2 de 20 mètres et 2 de 30 mètres, 500 mètres carrés de pavage autobloquant aux alentours de la mosquée ainsi que les annexes, morgue, bloc, toilette, ablution, espace de prière pour les femmes, salle de classe, studio de l'imam. Durée des travaux 10 mois. L'état d'avancement du chantier est jugé satisfaisant par l'autorité. L'actualité dans le monde nous mène ce soir au Rwanda et au Soudan du Sud, également au Cameroun qui fait face à une nouvelle situation tendue dans les régions anglophones. Mariam Biramba. Au Cameroun, une bombe a explosé dans une ville située dans une région du nord-ouest. Un événement tragique qui a secoué la communauté locale. Plusieurs personnes, y compris des enfants, ont été blessées et ont dû être admises dans les établissements de santé de la ville pour recevoir des soins médicaux. Les autorités locales soupçonnent la main des combattants séparatistes derrière cette attaque qui a eu lieu alors que les Camerounais commémoraient le 11 février, également connu comme la Journée nationale de la jeunesse. Le projet du gouvernement britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile en aller simple au Rwanda est incompatible avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l'homme. Une déclaration faite ce lundi par un organisme parlementaire de surveillance des droits alors que le projet de loi controversé est de nouveau débattu à la Chambre dès lors. Soudan du Sud, la Banque africaine de développement et l'Agence des Nations unies se sont engagés à approfondir leur collaboration en faveur des réfugiés relocalisés dans des zones où les ressources sont déjà saturées. Ces institutions se sont engagées à collaborer en faveur des personnes déplacées et des communautés du Soudan du Sud où se trouvent plus de 500 000 personnes, dont environ 100 000 réfugiés et environ 400 000 rapatriés sud-soudanais. Une légende de la lutte sénégalaise, son Italien Mame Gorgui Ndiaye a régné de fort belle manière dans l'arène. Grand champion, dans les années 70, il était pensionnaire de l'écurie Face avec Mbaye. Nous vous proposons le portrait de celui que l'on surnommait l'enfant chéri de Dakar, un document réalisé par Koumbaya Khatemar. C'était en mars 2019. Salam alaikum yéen ma ne moom laa leen nuyoo yéen ku leen nuyoo asalaamaaleykum ko fay. Ses capacités vocales riment toujours avec les sons des bacs. Malgré le poids de l'âge, Mame Gorgui Ndiaye, une légende de la lutte sénégalaise, bien installé dans son salon, il nous ouvre son album photo et les souvenirs remontent à la surface. Ça, c'est à l'occasion de mon combat contre Moussa Djamé. C'était à l'arène sénégalaise. Là, je faisais face à Boy Serer de Ndiarem, à l'arène Medoune Khoulé. Je l'ai battu. Après chaque combat, le dimanche qui suit, je vais à l'arène pour faire des bacs et je mettais 12 pagnes pour l'occasion. Cette photo, c'est lors de la visite de Habib Bourguiba, le président Habib Bourguiba. C'était au Sénégal et Senghor m'a invité pour assurer la séance de bac. Que le chemin de Dieu guide toujours tes pas. C'est le Senghor, le lutteur Mame Gorgui Ndiaye, à la fois athlète, poète et danseur. Surnommé l'enfant chéri de Dakar, Mame Gorgui Ndiaye a réussi une carrière exceptionnelle. En 27 ans, il a livré 149 combats, 101 victoires, 22 défaites, 26 matchs nuls et son cachet le plus élevé, 1 million de francs CFA, c'était contre Robert Diouf. Avec Robert Diouf, notre premier combat s'est soldé par un nul. Le deuxième, il m'a battu. 4 ans après, c'était la revanche. Avant le combat, il est allé à Sandaga dire partout aux férus de lutte qu'un Lébou ne va jamais le battre. C'était en présence de mon oncle et manager, mais Robert ne le reconnaissait pas. Une semaine après, Feu Bassirou Diagne a organisé le combat. Je l'ai terrassé et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs dans l'arène.
Mon pire souvenir, c'est que c'est contre Runchor. Il m'a battu. Mais à la suite, je l'ai vaincu. Et à 3 reprises. Boy Pambal, je l'ai terrassé dimanche. Le dimanche suivant, j'ai eu Boy Bambara. Je l'ai mis KO. Né à Dakar, précisément à la rue Elimanel Fall, le 8 novembre 1939, ce lébou du Pench de Guisalane est entré dans la lutte en 1956. Tout a commencé ici, à Fass, son fief. À Fass, on avait 4 terrains de lutte. Arène sénégalaise, Lambo Diola, Lambo Toucouleur et un autre Lambo Diola, Fass Payotte. C'est pourquoi pour nous, la lutte était un jeu. Un de mes amis lutteurs m'a défié un jour alors que je n'avais pas réellement commencé à lutter. On s'est croisés, c'était à l'occasion de Mbapat, à Grand Dakar, et je l'ai terrassé. Il m'a demandé alors de lutter avec lui encore à l'arène, pensant qu'il pouvait prendre sa revanche. Je l'ai battu. Lutteur complet, pourtant, Mame Gorgui Ndiaye était au départ athlète, spécialiste du sprint. Je faisais le 100 mètres du temps de foyer France-Sénégal. C'est devant moi que le girafe a été créé. Entraînement plus récupération égale athlète. Gorgui Ndiaye, de son vrai nom, a fait son dernier combat dans l'arène en 1983. C'était face à Balla Gaye numéro 1 et il l'a battu avant de raccrocher à 44 ans avec les honneurs. Mame Gorgui Ndiaye, le champion de lutte en Italie, paix à son âme. La Côte d'Ivoire qui remporte le trophée continental, Serge Aurier est aux anges. Il a dit tout son bonheur en zone mixte. C'est l'un des rares Ivoiriens qui s'est prêté au jeu de questions-réponses avec les journalistes. Le latéral droit des éléphants fait désormais partie des joueurs qui ont remporté le trophée à 2 reprises après 2015. Le voilà à nouveau, de nouveau champion d'Afrique. On l'écoute au micro d'Ibrahim Mboupa. De loin, avec toutes les situations qu'on a eues durant les 2 semaines-là, aujourd'hui on est récompensé. Je pense que c'est mérité. C'est mérité, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est mérité. On a eu le temps de faire notre propre autocritique. Et puis derrière, il fallait juste être moins ridicule que les phases d'épaule. C'est ce qu'on a fait avec un état d'esprit magnifique. Et puis voilà, on est content. Écoutez, pour l'instant, franchement, j'essaie juste de profiter de ce moment-là avec cette génération qui la gagne pour la première fois. Je suis content pour eux parce que le discours à chaque fois, c'était d'y croire parce que ce qu'il y a au bout, c'est magnifique. Donc, ils vont enfin le vivre. Et ils vont me donner raison, parce que j'ai été chiant par moments, c'est vrai. Mais je pense que à la fin, j'attends juste que ça commence et je vais leur poser la question à chacun. Mais je suis très content pour eux parce que, comme j'ai dit, on a vu beaucoup de jeunes pleurer à l'hôtel après le match, etc. C'était difficile de consoler tout le monde, de remettre tout le monde dans le bain pour repartir. Mais ce soir, franchement, on est content et on donne de la joie aux Ivoiriens, à notre peuple, notre propre canne. Il n'y a rien d'autre à dire. Au coup de sifflet final, les supporters ivoiriens ont explosé de joie. Un grand moment de bonheur, pur bonheur pour les inconditionnels des éléphants. Voici quelques réactions au stade Alassane Ouattara d'MMP. Merci. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci le héros, c'est la Côte d'Ivoire. Merci. Quand nous menons 1-0, il a dit que le match va finir 2-1. Le match va finir 2-1. C'est Dieu qui est fort. Merci. Tout le monde a prié. Merci à Dieu. La haoula wa la quwwata illa billahi la jim. La haoula wa la quwwata illa billahi la jim. Je dis, nous venons de remporter cette coupe. Nous revenons de remporter cette coupe. Bravo aux enfants. Bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo au président Ouattara. Merci.
Moi, je suis contente que l'arbitre siffle maintenant à la fin du match. Hein. On aura 3 étoiles. 3. On a gagné. Champion. La coupe reste, ça bouge pas. La coupe est restée. On est très content d'être qualifiés. On valait rien, mais on est qualifiés, on est champion d'Afrique, on est très content. Merci. Oui, c'est un match super bien. On est fiers des Ivoiriens, fiers. Nous avons vécu tous les matchs avec la Côte d'Ivoire. Les frustrations, la défaite, on a subi tout ça avec notre équipe. Mais on est resté avec eux, on est resté soudés. Et la Côte d'Ivoire a montré à la face du monde qu'on peut revenir de loin et gagner la coupe chez nous. Bravo. Champion, on vaut rien, mon champion. Champion de l'effort. On a été humiliés. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Le coach MF Faye a reconstitué une nouvelle équipe. Il a galvanisé les jeunes. Et aujourd'hui, on rend gloire à Dieu parce qu'il nous a donné cette victoire-là. Et on dit merci au président Ado. Vive la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Après une résurrection inespérée, la Côte d'Ivoire est maintenant au paradis. Les éléphants succèdent aux Lions du Sénégal au terme d'un match maîtrisé face aux Super Eagles. Un exploit retentissant qui donne une 3e étoile à la Côte d'Ivoire. Cannes, le miracle du sacre ivoirien. C'est une chronique signée Oumar Diawara. Les lampions vont s'éteindre sur cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une des plus réussies, tant au plan organisationnel que de la qualité des confrontations. L'issue peut paraître paradoxale, curieuse, surprenante, invraisemblable, anecdotique au vu du début de la compétition. Que la coupe reste en terre ivoirienne était une mince probabilité au regard du parcours laborieux des éléphants au premier tour. Après la raclée, la correction administrée par la Guinée équatoriale, on ne donnait plus cher de la peau des poulains de Jean-Louis Gasset, remplacé au pied levé par Emers Faye. Grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est repêchée in extremis pour jouer les 8e de finale devant le champion en titre qui a fait le plein de points et de buts dans la première partie du tournoi. Face au Sénégal, hyper favori, la Côte d'Ivoire déjoue les pronostics. Aurions-nous vendu la peau de l'ours ou de l'éléphant plutôt? Le champion rend son trophée. Quand on bat le champion, on ne se fixe que la borne supérieure. L'idée d'aller jusqu'au bout a sans doute germé le soir de la résurrection. Quant au bienfaiteur qui a rendu le miracle possible, le Maroc, il est rentré en même temps que l'Égypte et le Sénégal. Le football nord-africain perd du terrain. Pharaon, Lion de l'Atlas, Aigle de Carthage, Fennec n'ont pas réussi la traversée du désert saharien. Ce soir, les dieux du stade ont choisi les éléphants. Pourtant, organiser n'est pas toujours synonyme de sac. En 2000, au Lagos National Stadium, les Super Eagles de DJ Okocha et de Nwankwo Kanu avaient perdu devant les indomptables de Patrick Mboma et de Samuel Eto'o-Fils. Pour dire que l'histoire ne se répète pas toujours. Pour la 3e fois. Nawetan l'AS Dental de Dagana s'adjuge la Coupe du Maire devant l'ASC Foyer en but à 0. Une finale qui a mobilisé la jeunesse du département pour ce grand rendez-vous du football local. Des subventions ont été accordées aux différentes disciplines pour la promotion de la pratique du sport à Dagana, Abdouad. Cette finale de la Coupe du Maire entre l'ASC Foyer et Dental a entraîné une grande mobilisation de la jeunesse de Dagana, venue assister à cette belle fête du football. Sous les yeux du premier magistrat de la ville, les deux équipes ont livré un duel sans merci pour s'adjuger le trophée et ajouter une ligne à leur palmarès. À ce jeu, c'est l'ASC Dental en maillot jaune qui sort vainqueur de la rencontre sur la plus petite démarche, un but à 0. Elle conserve ainsi son titre et empoche la somme de 2 millions de francs CFA. Mais de manière générale, c'est quand même une fête de la jeunesse. On l'a pensé, on l'a organisé comme, c'est vrai, une finale de football, mais aussi une fête de la jeunesse, de l'ensemble des sportifs, du sport communal et départemental. Et je pense que vous le voyez par les mobilisations exceptionnelles qu'il peut y avoir dans les quartiers, dans toute la commune. Les vainqueurs n'étaient pas les seuls à repartir avec une enveloppe. Toutes les disciplines sportives du département ont chacune reçu une subvention de la mairie. Nous avons bien sûr
sûr mis les moyens au niveau de la mairie et au niveau d'amis qui nous accompagnent dans l'organisation de telle finale. Je pense que dans l'ensemble, en tout cas, les équipes sont très contentes, les ASC sont... C'est ça, et les sportifs, tous les sportifs, le basket, le handball, le volleyball, enfin tous les sportifs sont contents et attendent aussi ce moment-là, parce que c'est le moment où on leur donne des équipements et des moyens pour fonctionner. La finale s'est jouée dans le stade communal de Dagana avec une tribune trop petite et une pelouse peu adaptée. La mairie prévoit des travaux de rénovation, en plus de la construction du stade départemental. Mais au niveau du stade communal, nous avons pensé qu'il faut quand même augmenter la tribune, avoir au moins une double ou une triple tribune, et ensuite chercher le gazon. On est en train, il y a des partenaires qui nous proposent donc des gazons synthétiques souvent, qu'on nous propose. Mais je pense que d'ici 6 mois, nous aurons à peu près les moyens de renforcer brutalement le stade communal. Et peut-être si Dieu nous aide, nous pourrons même démarrer le stade départemental. Autre chantier important, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sera livrée dans les mois à venir. Des infrastructures qui visent à offrir à la jeunesse de Dagana un meilleur cadre d'épanouissement. Nous allons terminer avec justement ces déclarations conjointes du 11 février 2024 signées le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. Je vous propose le résumé avec Oumar Tchaoua. C'est avec beaucoup de tristesse que nous vivons les récents événements qui secouent notre cher Sénégal et qui viennent d'emporter 3 de nos jeunes compatriotes. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. Nous nous adressons à vous en tant qu'ancien président de la République du Sénégal, père avec Léopold Sédar Senghor de la démocratie sénégalaise, obtenu de haute lutte, mais aussi anciens irréductibles adversaires politiques qui nous sommes vigoureusement opposés par le passé. Nous avons su discuter et dialoguer dans l'intérêt du Sénégal pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques, et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies. Vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Nous appelons notre jeunesse, dont nous comprenons les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Nous venons de nous entretenir longuement au téléphone avec le président de la République, M. Macky Sall, qui nous a réaffirmé son engagement pris devant la nation le 3 juillet dernier, de ne pas briguer un 3e mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. Il a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Nous lui avons demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme nous le souhaitons ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire jugera. Une déclaration conjointe du 11 février 2024 signée Abdou Diouf, ancien président de la République, et Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal. C'est ce qui met en terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée à tous. 23h, notre rendez-vous avec l'information sur la RTS.